Merci pour cette invitation. Donc effectivement, je vais vous parler du 6e rapport du GIEC. Et moi, c'est un rapport, en fait, voilà, moi j'ai contribué au rapport du groupe 2, c'est le rapport sur les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation. Mais il y a environ 720 personnes, en fait, scientifiques, qui ont contribué au 6e rapport du GIEC. Donc sur les... Pardon ? Non, ça va aller, je pense. Ouais, ouais. Et puis, voilà, je teste, mais... Ah non, si, quand même. Ah non, c'est bon, ça marche. Voilà, donc ce que vous voyez à l'écran, là, en fait, c'est deux récifs coralliens tropicaux. Celui de gauche, en fait, est en bonne santé. Celui de droite a blanchi, en fait, il est victime d'une vague de chaleur. Et donc, les zooxanthelles ont été expulsés des coraux. Et donc ça cause des mortalités de masse, en fait, dans les écosystèmes coralliens. Et c'est un sujet d'inquiétude, puisque, en fait, les écosystèmes coralliens incluent 25% de la biodiversité marine estimée actuellement. Et ces épisodes de vagues de chaleur marine qui créent ces épisodes de blanchissement, ils sont de plus en plus fréquents, depuis notamment 2016 en fait en particulier, et ça s'est vu de manière massive en fait dans l'océan Indien, dans l'ouest du Pacifique, le nord de la grande barrière récifale corallienne australienne. Et une des raisons pour laquelle on dit le changement climatique, ce serait quand même mieux de le stabiliser bien en deçà de 2 degrés, c'est parce que c'est entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement climatique que se joue en fait le sort des coraux. À 2 degrés de réchauffement climatique en 2050, on perd 99% de la couverture corallienne actuelle. Donc qu'est-ce que c'est le rapport du GIEC? C'est bon? Il y a un petit problème de truc ou... Le rapport du GIEC, c'est la synthèse la plus récente et la plus précise sur le climat, donc la connaissance du changement climatique, les impacts et l'adaptation, c'est le rapport auquel j'ai contribué, et puis tout ce qui est atténuation, c'est-à-dire limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc le 6e rapport du GIEC, le premier était dans les années 90 en fait, on en est au 6e. La mission du rapport du GIEC, c'est vraiment une mission de faire le pont entre la science du climat et les gouvernements, d'informer les gouvernements de manière neutre, transparente sur les conséquences de leurs actions. Et donc dans le 6e rapport du GIEC, il y a eu 3 rapports spéciaux, un sur les terres, un sur les possibilités de garder le changement climatique en deçà de 1,5 degré, un sur l'océan et la cryosphère, et puis le rapport d'évaluation classique avec les 3 groupes, sciences du climat, on ne voit plus rien à l'écran, c'est pas grave, sciences du climat, impact et adaptation, et puis atténuation. Je pense que c'est pas la peine d'en dire plus. Alors ce qui serait bien, c'est qu'on voit à l'écran l'image. C'est bon, voilà, parfait, merci beaucoup. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit là en fait sur cette image? C'est une des conclusions principales du premier groupe auquel j'ai pas contribué. Donc. Ce que vous voyez à gauche, en fait, c'est les températures moyennes globales reconstruites. Donc vous voyez en fait que pendant les 2000 dernières années, en fait, la température globale était relativement stable. Et puis en fait, depuis 1850, vous voyez, ce que vous voyez, c'est que le réchauffement en fait est sans précédent depuis 2000 ans. En fait, il est très rapide. Et aujourd'hui, on estime qu'on a à peu près entre 1,1 degré, on a à peu près 1,1 degré de réchauffement climatique par rapport à la période pré-industrielle. Voilà, et alors un message important du rapport du GIEC, c'est que en fait, la totalité de ce réchauffement qu'on observe, donc les 1,1 degré, ils sont attribués aux émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc ça, c'est un message du premier groupe. Et ce réchauffement, on le voit partout, c'est-à-dire que, en fait, en moyenne globale, c'est 1,1 degré, mais par exemple en France, c'est 1,7 degré. En moyenne sur l'Europe, c'est 2 degrés. En fait, les continents se réchauffent plus vite que les océans. Ça, c'est tout à fait normal, et ça va continuer dans le futur. Alors, ce changement climatique, c'est vraiment une rupture par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qu'on voit par exemple, la hausse du niveau de la mer, c'est la plus rapide depuis 3000 ans, quoi, par exemple. Le réchauffement de la surface des mers, c'est le plus rapide depuis 11 000 ans. L'acidification de l'océan, alors qui n'est pas due au réchauffement climatique, mais qui est due aux émissions de gaz à effet de serre, parce que quand vous émettez du CO2, il y en a un tiers qui va dans l'atmosphère, un tiers qui est absorbé par la végétation, et puis un tiers qui est absorbé par l'océan. Le tiers qui est absorbé par l'océan contribue à l'acidification. Cette acidification, elle est anormale par rapport aux 2 derniers millions d'années. Le recul des glaciers, il est inédit depuis 2000 ans. L'accumulation de chaleur dans l'océan, sans précédent depuis 18 000 ans. Donc on est vraiment dans une rupture à l'échelle des temps géologiques. Et on va vraiment vers des périodes géologiques qui sont sans précédent. Voilà. Donc le groupe 2, celui auquel j'ai contribué, il évalue les risques. Donc qu'est-ce que c'est les risques? C'est le croisement d'un aléa, par exemple des vagues de chaleur, des restrictions d'eau, des inondations, tout ce genre de choses, avec des enjeux qui peuvent être des bâtiments, des personnes, des écosystèmes, qui sont plus ou moins vulnérables. Et donc si vous faites un petit peu un schéma à l'échelle globale,
Vous voyez qu'en fait les aléas, ils s'aggravent, donc à chaque incrément, à chaque fraction de degré de réchauffement climatique, les vagues de chaleur deviennent plus intenses et plus fréquentes. Les ressources en eau, il y a plus d'évaporation, donc il y a les pénuries d'eau qui sont plus fréquentes aussi. Les inondations, 1 degré de réchauffement climatique, c'est 7% d'eau supplémentaire dans l'atmosphère qui retombe plutôt sous la forme de précipitations intenses, donc elle s'aggrave également. Et puis on a plein d'impacts en cascade sur la société, les écosystèmes, etc. La vulnérabilité, on voit qu'on est dans une situation également défavorable, c'est-à-dire qu'on estime qu'on a à peu près 3 milliards de personnes dans des contextes hautement vulnérables, c'est-à-dire avec des accès par exemple à l'eau ou à la nourriture qui sont facilement compromis. On a 25% des espèces de la plupart des groupes d'animaux et de végétaux qui sont déjà menacés d'extinction aujourd'hui. Donc ça c'est le rapport de l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité. Et puis notre exposition, elle a tendance aussi à augmenter parce qu'on a une forte pression sur les terres et de l'expansion urbaine. Voilà. Et les réponses, qu'est-ce que c'est? C'est l'adaptation. On essaie de réduire les risques avec l'adaptation. Elle est réelle, elle existe, mais en fait elle est bien inférieure à ce qui serait nécessaire pour contenir l'augmentation des risques. Et on observe aussi de la maladaptation, c'est-à-dire tout un ensemble d'actions qui en fait contribuent à aggraver la situation. Alors typiquement on cite beaucoup la question des climatiseurs parce que voilà, vous pouvez réduire effectivement une solution d'adaptation pour les vagues de chaleur, c'est la climatisation, c'est une forte demande en énergie, c'est également un réchauffement, ça aggrave la chaleur dans la rue. D'autres mesures de maladaptation, c'est par exemple les digues pour se protéger contre les inondations. Si vous mettez des digues partout, vous chenalisez énormément les fleuves, et en fait, le pic d'eau pendant une tempête ou pendant une inondation va être beaucoup plus important, parce que l'eau ne pourra pas s'écouler, et donc vous aurez des inondations là où vous ne souhaitez pas, peut-être sur des habitations. En termes de financement, on n'est pas à la hauteur non plus, et ce qu'on voit, en fait, c'est de plus en plus des limites à l'adaptation, et notamment dans le secteur agricole. Alors voilà, là c'est la carte qui montre un petit peu où sont les 3,3 milliards de personnes qui vivent dans des contextes très vulnérables au changement climatique. Et sans surprise, ils sont beaucoup en Afrique, dans le sud-est asiatique, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en Europe et puis aux États-Unis, etc. Donc par exemple, si vous allez en Europe, il y a des alertes sur les personnes âgées, les personnes défavorisées socialement, les personnes handicapées, etc. etc. Aux États-Unis, il y a des alertes également sur les minorités ethniques, etc. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que, je crois que ça parle de soi-même, en fait, on a un gros problème, en fait, les pays du Sud, qui sont peu contributeurs au réchauffement climatique, sont les premiers, les plus vulnérables au réchauffement climatique qui est en train d'arriver aujourd'hui. Sur la question de la biodiversité, effectivement, on a ce rapport IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, qui montre en fait qu'on a 5 causes majeures d'extinction aujourd'hui qui sont identifiées. Le changement d'utilisation des terres et des mers, l'exploitation directe, donc typiquement la pêche en mer, le changement climatique, donc aujourd'hui en fait c'est une cause émergente, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a quelques espèces qui ont été formellement éteintes en raison du réchauffement climatique, mais en fait on sait que ça va augmenter de manière importante. La pollution, donc notamment là, dans la deuxième colonne, là, vous voyez, c'est réparti par écosystème terrestre, eau douce, marin, vous voyez que la pollution pour les écosystèmes d'eau douce est une cause très importante. Et puis en fait les espèces exotiques envahissantes, donc là par exemple 2 exemples, en fait une espèce envahissante c'est une espèce qui ne serait pas là sans l'intervention de l'homme. Donc typiquement avec le creusement du canal de Suez, vous avez des espèces de la mer Rouge qui migrent vers la Méditerranée et qui remplacent petit à petit les espèces endémiques. Donc là on a une cause de biodiversité, mais également les collectionneurs en fait. Les gens qui collectionnent des espèces disons exotiques, qui après vont dans la nature et qui sont une cause également de perte de biodiversité au niveau global. Voilà, donc quelques indicateurs, les 25% d'espèces de la plupart des groupes qui sont déjà menacés d'extinction, 82% de la biomasse de mammifères a chuté, enfin voilà, on a 82% de perte de masse de mammifères depuis la préhistoire. Voilà, donc c'est des indicateurs qui montrent la situation dans laquelle on est. Et avec le réchauffement climatique, en fait, là vous voyez, on a 25% des espèces qui sont menacées d'extinction, mais ça représente 1 million d'espèces. Mais avec le changement climatique, en fait, on monte à 50% des espèces à 3 ou 4 degrés de réchauffement climatique, en fait. On peut monter jusqu'à ces niveaux-là. Donc qu'est-ce que c'est Alors en Europe, en fait, plus spécifiquement, parce que là, c'est vrai qu'on voit bien que la situation est critique dans le sud, mais en Europe, en fait, il y a aussi des impacts. Donc là, typiquement, qu'est-ce que vous voyez? C'est l'épisode de 2016, l'inondation, qui a été des pluies intenses à la fin du mois de mai, qui ont coupé l'autoroute, par exemple. Il y a eu également à Guidi des cavités qui se sont ouvertes, etc. En fait, les pluies ont été tellement intenses que les sols se sont gorgés d'eau, et puis à un moment, en fait, les petits bassins versants ont débordé. Et effectivement, ce que vous voyez, c'est en fait ce type d'événement.
il a 2 fois plus de chances de se produire aujourd'hui que dans un climat industriel. Donc aujourd'hui, à 1 degré de réchauffement climatique. Ça coûte à peu près, ce genre d'événement, c'est 2 milliards d'euros les dommages assurés. Donc on a nos risques clés en Europe, qui sont les vagues de chaleur et leurs conséquences pour les personnes et les écosystèmes, les pertes de rendement agricole, en raison des sécheresses notamment, les pénuries d'eau, avec des conséquences pour des secteurs économiques comme la production d'énergie ou tout simplement en fait, les particuliers, hein, parce qu'il peut y avoir des pénuries d'eau qui affectent des particuliers, les inondations côtières et continentales, avec cette question des pluies intenses, et également de l'élévation du niveau de la mer, qui aujourd'hui est peu visible, mais petit à petit qui va devenir de plus en plus visible. Alors on a de l'adaptation qui progresse. Alors ça on le voit par exemple dans cette figure de gauche, là, ce que vous voyez, c'est plus vous êtes dans le bleu foncé, plus les États rapportent qu'ils ont fait des progrès pour leurs plans nationaux d'adaptation. Donc vous voyez que la France, par exemple, nous dit qu'elle a fait des progrès en termes de préparation pour l'adaptation, faire des lois, etc., pour l'évaluation des risques, pour identifier les options et pour le suivi et l'évaluation. Et c'est vrai que par exemple le premier plan national d'adaptation, il a été évalué par le ministère de l'Environnement, audité même en fait en 2015. Par contre pour la mise en œuvre, les progrès sont moins importants. Puis ça c'est le cas de la France, mais vous voyez par exemple que dans les pays de l'Est de l'Europe, les progrès sont bien moins importants un peu partout. Et là on ne parle que des plans nationaux, donc on ne parle pas de ce qui se fait dans les régions, dans les métropoles, etc. Donc ce qu'on voit, c'est, si on fait l'analyse complète, hein, c'est que l'adaptation, elle est insuffisante pour faire face à la rapidité des changements. Et puis par exemple, là c'est un exemple sur les systèmes de santé, c'est une figure du rapport du GIEC. Ce que vous voyez, c'est pendant les canicules, vous allez avoir un enflux de personnes dans les services de santé, surtout les canicules longues en fait. Cette année, on a eu une succession de petites canicules pas très longues, mais si vous avez une canicule vraiment très longue, il y aura un afflux de personnes qui vont arriver dans les soins. Et bon, après un choc en fait comme celui-là, l'hôpital peut soit se rétablir et même arriver éventuellement à des situations où il est plus performant si on a très bien géré cette crise, ou alors ça peut aller jusqu'à un effondrement en fait. Hein. Donc là par exemple, c'est ce type d'alerte que vous avez dans le rapport du GIEC. Alors, cette adaptation-là, donc limiter les risques, et la transition qui, en fait, est plus globale et permettrait aussi de limiter le réchauffement climatique, de le contenir à 1,5 degré, 2 degrés, en fait, elle a des effets bénéfiques pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc là, comme vous êtes dans l'économie sociale et solidaire, je pense que vous les connaissez encore mieux que moi, beaucoup mieux que moi même. Mais en fait, ces objectifs de développement durable, ce sont les 17 objectifs qui ont été... les États de l'ONU se sont mis d'accord pour dire que c'était important de les atteindre. C'est par exemple réduire la pauvreté, réduire la faim, atteindre une économie performante, limiter les pertes de biodiversité sur Terre, en mer, etc. Et puis l'action climatique. Et là, par exemple, c'est une évaluation pour la France. Donc pour la France, vous voyez qu'on a atteint 2 des 17 objectifs de développement durable, l'absence de pauvreté, et puis l'industrie, l'innovation, l'infrastructure. Et puis les autres, on ne les a pas atteints et on a des progrès qui sont souvent insuffisants. Il y en a, on peut s'interroger pourquoi. Par exemple, pourquoi la faim? Alors pourquoi la faim? C'est parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a des problèmes en fait, de famine en France, c'est parce que la consommation en France a tendance à compromettre les possibilités pour des pays tiers d'atteindre leur objectif de réduire la faim, notamment à travers les importations et puis les importations. Voilà. Alors je réessaye un coup, hop. Voilà, ça peut marcher. Ou pas. Bon, je ne sais pas comment ils font, là, ils sont plus forts que moi. Ah voilà, c'est bon. Alors voilà, donc là je parlais, l'adaptation, clairement, elle a des bénéfices pour ces objectifs de développement durable. Donc quand vous vous adaptez, vous faites en sorte d'atteindre ces objectifs de développement durable, c'est le cas pour la plupart des cas, sauf quelques mesures, on va dire, de maladaptation, comme par exemple construire des digues partout pour éviter les inondations. Là, clairement, vous n'êtes plus tout à fait dans l'adaptation, vous êtes dans la maladaptation. Limiter le changement climatique, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça s'accompagne aussi de bénéfices. Donc là, typiquement, c'est pour le secteur des transports, et puis, par exemple, au hasard, favoriser un report modal vers le vélo électrique, et puis plus généralement tous les transports non carbonés. Vous voyez que ça a beaucoup d'effets positifs, par exemple pour la santé, parce que voilà, il y a moins d'émissions de particules, parce que vous faites du sport, donc vous êtes en meilleure santé, etc. Mais pas uniquement, en fait, hein, pour tout un certain nombre de choses. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, c'est que limiter le changement climatique et réduire ces risques, c'est également, ça va dans le sens d'atteindre ces objectifs de développement durable, et qui est plutôt quelque chose sur lequel pratiquement tout le monde peut se mettre d'accord, que c'est une bonne idée de réduire la pauvreté, d'avoir une bonne santé, une bonne éducation, etc., etc. Donc le rapport du groupe 3 de mes collègues, qui ont contribué à l'atténuation au changement climatique,
Voici quelques messages importants. Donc il est encore possible de stabiliser le réchauffement climatique à 1,5 degré ou 2 degrés. Mais nous sommes pris de vitesse. Alors les 1,5 degré, vous trouverez de moins en moins de personnes qui vont vous dire que c'est encore possible. Évidemment, si on arrêtait aujourd'hui toutes les émissions, on stabiliserait le climat à 1,1 degré, comme aujourd'hui en fait. Mais on sait très bien que socialement, ça c'est très difficile à atteindre, il y a des transformations qui sont très lentes à mettre en place. Et en fait, les 1,5 degré, au rythme d'émissions actuelles, ils seront atteints dans la prochaine décennie, dans la décennie 2030. Donc ça paraît de moins en moins crédible de dire qu'on va stabiliser le climat en deçà de 1,5 degré. Au mieux, on va peut-être le dépasser et puis ensuite redescendre à 1,5 degré en captant du CO2 dans l'atmosphère et en le stockant par exemple dans le sous-sol. Voilà, donc on est pris de vitesse en fait. Bon, cette décennie, dans tous les cas, elle est cruciale. Qu'on veuille atteindre les 1,5 degré ou ne pas dépasser les 2 degrés, une réduction immédiate et massive des émissions est nécessaire. Et puis on a besoin d'entrer dans un âge des solutions. Ce qui est important, c'est qu'on n'a pas besoin de développer de nouvelles solutions technologiques qui n'existeraient pas. C'est vraiment un déploiement massif de solutions qui existent. Bon, là, c'est illustré avec les énergies renouvelables, parce qu'effectivement, une des bonnes nouvelles du groupe 3, c'est que dans le monde, si vous regardez dans le monde, pas juste la France, on a des succès en termes de décarbonation de la production d'électricité grâce au déploiement rapide des renouvelables et à la baisse du coût de ces renouvelables, donc éoliens et solaires. Donc si vous regardez la France, les émissions de gaz à effet de serre en France, c'est le Haut Conseil pour le climat. C'est une figure qui date de 1 an, il y en a une plus récente, mais les messages sont quasiment les mêmes. Voici les principaux postes d'émissions. Donc les transports, l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, la transformation d'énergie, et puis évidemment tout ce qui est émissions importées en fait. Si vous tenez compte des émissions importées, on est à peu près à 10 tonnes de CO2 par an, et c'est 2 fois à peu près c'est à peu près en fait 2 fois ce qu'on devrait être en 2030 si on veut respecter les accords climatiques. Voilà, donc typiquement, c'est vrai qu'une politique climatique crédible, en fait, doit s'attaquer au problème des transports, et le Conseil pour le climat dit clairement que les transports et le bâtiment, ce sont 2 secteurs qui sont en retard en termes de transition. En fait, on a des progrès en termes de limitation des émissions de gaz à effet de serre, surtout au niveau territorial, mais il faudrait aller 2 fois plus vite si on voulait que la France atteigne ses objectifs. Alors, donc, quels sont nos objectifs pour ça? C'est ces 4 actions-là. C'est réduire les risques du changement climatique, l'adaptation, donc réduire les risques liés aux canicules, liés aux sécheresses, aux inondations, réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'atténuation, pour en fait rendre l'adaptation plus facile et puis éviter d'atteindre des limites à l'adaptation, c'est-à-dire des situations où on ne sait plus s'adapter tout simplement, limiter les pertes de biodiversité, et atteindre les objectifs de développement durable. Et c'est ce qu'on appelle dans le rapport un développement résilient face au changement climatique. Voilà, donc je conclue juste avec cette slide là qui est en anglais, mais qui je n'ai pas voulu la traduire parce que voilà, je voulais juste qu'on ait bien conscience des mots qui sont utilisés dans le rapport. Donc les évidences scientifiques sont univoques, voilà. Le changement climatique est une menace pour l'humain et pour son bien-être, pour la santé de la planète, et tout retard dans une action concertée va nous faire manquer la fenêtre d'action brève et qui est en train de se refermer rapidement pour sécuriser un futur vivable. Ce rapport offre des solutions au monde. Et donc ça, ce rapport, il y a 6 mois, et c'est vrai que depuis, les progrès ont été quand même pas si éclatants que cela. Merci de votre attention.